Ça y est, on est le vendredi 20 septembre et comme tous les vendredis depuis 2 semaines, il y a un nouvel épisode de la saison 2 de Loki qui sort et évidemment qu'on va en parler, même si ce vendredi 20 septembre, tout particulièrement, exceptionnellement, j'ai envie de dire, l'épisode de Loki n'est pas forcément le main event du jour. Je pense que ceux qui savent, savent. Pour l'instant, je peux pas dire de mon côté que cette saison 2 de Loki soit une déception. Pas du tout. Les 2 premiers épisodes, je les ai adorés. J'en ai fait évidemment des vidéos. Je vous invite à aller les voir si elles vous intéressent, mais vous n'êtes pas obligés. Même si je restais quand même sur mes gardes, puisque ce n'était que la première grosse partie de la série et des déceptions sur les autres séries Marvel qui sont sorties ces derniers mois, voire même dernières années. On en a eu pas mal, des séries qui commençaient bien et qui se cassent la gueule de fil en aiguille sur les épisodes qui ont suivi. Et comment vous dire que pour moi, cet épisode 3 continue dans la parfaite lignée des 2 précédents, c'est un kiff total. Je suis même à 2 doigts de me dire que c'est carrément mon épisode préféré tellement je l'ai kiffé absolument de bout en bout. Déjà, on est véritablement sur un épisode assez conséquent, une 50aine de minutes, générique inclus évidemment, mais quand même une 50aine, c'est pas rien et ça fait du bien. Et puis je l'ai trouvé vraiment riche à tout point de vue, que ce soit sur l'aspect visuel, grosse plus-value à travers cette exploration du coup légère hein, évidemment de cette fin du 19e siècle. Et ça je trouve que c'est quand même à souligner puisqu'on a tout un concept et surtout un scénario finalement qui nécessite tout un épisode carrément à se balader du coup dans ce 19e siècle à Chicago. Et le rendu visuel, le rendu technique, que ce soit la mise en scène, la photographie, les costumes, les décors, etc. sont aux petits soins. C'est vraiment travaillé du début jusqu'à la fin. C'est tout bête hein, ce que je dis, attention, il n'y a rien de véritablement original ou d'incroyable, pas du tout, mais ça rend la chose encore plus kiffante. La musique, toujours aussi top, franchement, il n'y a rien à dire encore une fois. Et pour rester sur l'aspect technique et reparler du coup de cette reconstitution du 19e siècle, et ce qui est assez particulier, je trouve, c'est qu'il y a une sorte de décalage entre du coup l'époque dans laquelle on se plonge dans cet épisode, qui crée du coup un décalage, comme j'ai déjà dit, entre les enjeux qui sont quand même assez sérieux, assez urgents et assez conséquents. Et puis parallèlement à ça, du coup indirectement, on se retrouve plongé dans quelque chose qui rend le délire un petit peu plus édulcoré, un petit peu plus presque enfantin, j'ai envie de dire, avec toute cette fête foraine, cette grande roue, etc. Et ces couleurs qui ressortent parfois à droite et à gauche. Même le jeu des acteurs, notamment celui de Jonathan Majors en Victor Timely, un des variants de Kang. Énormément de questions à se poser autour de ce personnage, non seulement dans cet épisode, mais surtout sur la suite de la série. Je sais pas ce qui va réellement se passer, mais j'ai pas mal apprécié le jeu d'acteur en fait, de Jonathan Majors en tant que Victor Timely, puisque je l'ai trouvé la plupart du temps, mis à part dans une seule scène et à la toute fin du coup de cet épisode, énormément en surjeu, et c'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, puisque c'est peut-être assez méta avec ce que voulait dégager le personnage dans ce contexte-là, en tant que Victor Timely au 19e siècle, et en tant qu'inventeur qui est là pour vendre quelque chose, essayer de jouer sur cette carte-là. Enfin, il y avait quelque chose d'assez théâtral, je dirais, et je trouve que c'était bien interprété par le bonhomme. Je dirais même de manière générale que l'épisode se repose énormément sur le triangle à la fois du coup composé de Victor Timely, Ravonna Renslayer et même carrément Miss Minute, là où le trio de tête, cette fois-ci dans cet épisode, que ce soit Loki, Mobius et on peut même du coup rajouter Sylvie pour le coup, a été légèrement mis de côté de manière volontaire dans cet épisode. Mais on a quand même un équilibre qui se ressent, en tout cas de mon côté. Autre chose aussi que j'ai énormément apprécié, c'est le délire où il y a énormément de questions qu'on se pose aujourd'hui, je trouve, à travers cet épisode 3 et surtout après cet épisode 3, non seulement entre Loki, Mobius et Sylvie, même si dans cet épisode on les met moins en avant, j'ai trouvé, mais surtout du côté de Victor Timely, du coup, Ravonna Renslayer et surtout, je mets mon doigt dessus, la demoiselle Miss Minute, qui du coup fait son retour dans cette saison 2 à travers cet épisode, et là où on pensait qu'elle était sous les ordres de celui qui demeure dans la saison 1, elle était fidèle à lui et voulait mener à bien sa prophétie, on va dire ça comme ça, et bien maintenant on peut même se dire, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, qu'elle mène une sorte de double jeu entre à la fois être fidèle à celui qui demeure, mais aussi mener une certaine vengeance personnelle à travers le temps depuis je sais pas combien de temps, contre celui qui demeure et tous ses variants par rapport à elle au fond de son cœur. Et est-ce que du coup Miss Minute n'est pas la véritable antagoniste de cette saison 2, ou est-ce que c'est, on va dire, le prisme assez sombre de la TVA qui nous avait été teasé à travers l'épisode 1 et surtout l'épisode 2, du moins à la fin, et dont on n'a pas trop d'infos en plus à travers cet épisode 3, c'est vraiment mis
enfin du moins l'accent est vraiment mis sur Miss Minute et les autres, comme je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, c'est potentiellement une carte qui va être jouée et déployée d'ici la fin de la série, du moins sur les 3 prochains épisodes. On est déjà à la moitié, hein, ça passe vite, hein, bordel, qu'est-ce que ça passe vite. Et surtout, par rapport à la toute scène de fin, que j'ai trouvé assez belle, déjà visuellement, je trouve, avec une pointe de macabre, entre guillemets, de manière assez légère quand même, avec cette fameuse citadelle en ruine, du moins qui tombe en ruine après les événements du final de la première saison, et la mort de celui qui demeure, et d'ailleurs on voit le cadavre, du moins, oui si, le cadavre, toujours assis sur la chaise dans cet épisode, enfin du moins à la fin. Un truc assez mystérieux, assez particulier, avec une aura particulière, une ambiance particulière, et puis cette fameuse phrase balancée par Miss Minute à Ravonna Renslayer, hein, d'ailleurs, où finalement elle sait quelque chose à propos d'elle, mais que si elle lui dit, ça va la contrarier. Reste à savoir qu'est-ce que c'est réellement. Autre question aussi que je me suis posée durant l'épisode, c'est de savoir finalement, du coup parce qu'on a un Loki et un Mobius qui sont là pour, on va dire, à la fois retrouver Ravonna et indirectement, puisqu'ils sont tombés sur un variant de Kang, du moins un variant de celui qui demeure, ils ont besoin de celui qui demeure ou d'un variant, du moins de quelqu'un qui a la même aura que lui, pour, on va dire, débloquer les portes du SAS dans la TVA, pour ensuite aller changer le cœur de je sais plus quoi, parce qu'il est en surtension. Enfin bref, vous avez compris tout ce que Obi a raconté dans l'épisode 2 et surtout dans l'épisode 3, enfin un truc assez urgent au sein même de la TVA d'un aspect technique. Et du coup, ils sont tombés sur ce variant et ils ont décidé de le capturer pour l'emmener à la TVA et qu'il puisse rétablir les choses. Et du coup, par rapport à ça, je me dis que finalement, à travers cette notion du côté de Loki et de Mobius, mais surtout du côté de Loki, de vouloir essayer de sauver la situation par rapport à ce que celui qui demeure lui a raconté à lui et à Sylvie à la fin de la saison 1, par rapport à ce qu'il va se passer, et du moins ce qu'il sait, etc. Est-ce que finalement, par rapport à tous ces événements, et le fait que Loki veuille sauver les choses et ne pas laisser faire, on va dire, le flux temporel, ou enfin bref, t'as capté, est-ce que finalement, toutes ces actions que fait Loki, depuis le début, depuis qu'il a su ça, ne sont pas finalement là pour mener évidemment à ce que celui qui demeure a redouté, pardon, c'est plus français, je sais pas, une espèce de cercle vicieux qui tourne et qui se mord la queue, enfin un serpent qui se mord la queue, finalement une espèce de piège qui va être compliqué de véritablement démêler, du moins en le sachant indirectement, enfin bref, je sais pas, c'est une réflexion que je me suis faite. Dites-moi dans les commentaires si déjà j'ai été assez clair et si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, balancez-moi vos théories, ça peut être très intéressant. Par contre, petit bémol que j'aimerais pointer du doigt à travers cet épisode, non seulement, enfin pas seulement à travers cet épisode, mais aussi sur la première partie de la série, pour l'instant, même si ça pourrait être justement rectifié par la suite, c'est que on a du mal véritablement à mettre un doigt sur l'intrigue principale de la série, véritablement. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, on a quelque chose qui se passe et quelque chose qui doit être réglé, enfin bref, une petite intrigue de manière épisodique. Dans l'épisode 1, c'était la fameuse errance temporelle qu'il fallait régler de Loki. Dans l'épisode 2, c'était la recherche de Sylvie. Et dans cet épisode 3, c'était la recherche de Ravonna Renslayer. Et on va dire la captivation, si je peux dire ça comme ça, du variant de Kang pour qu'il puisse résoudre les choses au sein même de la TVA et réparer le cœur du flux temporel pour pas qu'il soit surchargé. Mais une véritable intrigue qui avance véritablement, pour l'instant, c'est compliqué de mettre le doigt dessus. Je trouve, après évidemment ça peut être rectifié dans les prochains épisodes et je pense que ce sera le cas, mais voilà, pas mal de questions, pas mal de teasing, mais voilà, très peu de réponses pour l'instant, pas beaucoup d'avancement sur certains points qui étaient teasés en début de série, notamment sur la TVA par exemple, et sur les instances réellement sombres ou pas de leur côté, et sur ce que certains ne savent pas. C'est assez complexe pour l'instant, mais c'est kiffant à suivre puisque la série est bonne, la série est très bonne, même si c'est toujours un kiff de la regarder sur ces 3 premiers épisodes, sur cette première grosse partie de série pour l'instant, enfin grosse moitié, même si on a selon moi basculé dans le deuxième acte, hein, voilà, le premier épisode et le deuxième, voilà, à chaque fois sur une série de 6 épisodes pour moi représente à la fois le premier acte,
les épisodes 3 et 4, le deuxième acte, et les épisodes 5 et 6, le troisième acte, le grand final. Pour l'instant, on est rentré du coup dans le deuxième acte. On va voir comment ça se dessine, mais en tout cas, c'est très très kiffant. Loki, Mobius, le duo qui fonctionne toujours aussi bien, même s'ils ont été un petit peu moins présents dans cet épisode, au détriment du duo cette fois-ci, de la petite relation qui commençait à s'intensifier entre Victor Timely et Ravonna Renslayer, que j'ai trouvé très mignonne, hein, pour le coup d'ailleurs, assez bien racontée, assez subtile, assez... Il y avait quelque chose qui s'en dégageait, je trouve, de ce duo-là. Dans cet épisode, c'était bien fait, pour le coup, même s'il n'y avait pas énormément de temps d'écran pour eux, en un seul épisode, c'est quand même fort de faire ça, je trouve en tout cas. Ça fonctionnait bien, le côté où Miss Minute est à la fois... dégage quelque chose d'à la fois décalé, amusant, flippant aussi, elle est flippante parfois sur ce qu'elle dit, la manière de dire les choses, de se comporter, enfin bref, il y a un truc assez mystique je dirais même avec ce personnage, malgré tout, malgré son côté enfantin on peut le dire. Ça fonctionne, et puis visuellement, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est un sans faute, une mise en scène qui est au service de la narration, qui est au service de dégager une certaine ambiance qui est bonne, et qui se fait ressentir, et ça c'est bien, c'est cool, il n'y a rien à dire là-dessus, il y a les moyens. Si à la fin de la série vous me dites que cette saison 2 a coûté entre 150 et 200 millions, ben je vous crois sur parole, hein, à peu près le prix de Secret Invasion, sauf que Secret Invasion, eh ben, ça se voyait pas trop à l'écran, que ça avait coûté aussi cher, mais là pour le coup, ce serait assez légitime, on va pas se mentir. Autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est finalement le retournement de situation à la fin de l'épisode, avec Sylvie, où elle était face à Victor Timely, où elle pouvait le tuer, puisque c'était réellement son envie, hein, voilà, de tuer tous les variants de celui qui demeure, hein, de Kang, etc. Enfin bref, t'as capté. Et finalement, elle l'a épargné, puisque je pense qu'en une fraction de seconde, le Victor Timely, qui d'ailleurs dans cette scène de fin face à Sylvie, c'est peut-être la seule scène, le seul moment dans l'épisode où il n'est pas en surjeu, on va dire, voulu, je trouve, où il a l'air d'être lui-même, où il implore sa pitié, où il implore la pitié de Sylvie pour qu'elle l'épargne. Peut-être à ce moment-là, Sylvie a basculé dans un mindset où finalement elle s'est rendue compte que la manière, enfin du moins les mots qu'avait choisi Victor Timely à ce moment-là face à elle, de lui dire qu'il est capable de faire ses propres choix, qu'il n'est pas comme les autres, etc. Ben c'est pratiquement en fait ce que elle a subi involontairement durant son enfance par la TVA, quand du coup la TVA est venue la chercher sur Asgard et l'enlever de sa vie rêvée, enfin du moins de sa vie normale, quoi, naturelle qu'elle vivait. Voilà, ce petit cercle finalement qui se répète encore une fois, le serpent qui se mord la queue également pour Sylvie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas moi c'est un truc que j'ai vraiment trouvé très très cool et intéressant finalement à capter et à développer, enfin bref. J'ai kiffé cet épisode 3, je pense que je vais pas non plus trop m'éterniser, puisque voilà, j'ai on va dire étalé un petit peu tout ce que j'avais à dire, à peu près. Toujours aussi cool, je finirai là-dessus, toujours aussi cool de voir Loki utiliser ses pouvoirs. Je l'avais déjà dit dans l'épisode 2 sorti la semaine dernière, et je le répète encore une fois. Voilà, on a enfin un Loki qui utilise ses pouvoirs un petit peu plus souvent, n'importe lesquels, les boules d'énergie, les illusions, le fait de pouvoir déplacer des objets. Enfin bref, c'est kiffant de voir un Loki dieu de la magie, et la petite référence évidemment à la mythologie nordique dans cet épisode, avec le fameux Balder le Brave qui est mentionné. Ça c'était très cool. Pardon, je commence à bégayer, il faut que j'arrête totalement cette vidéo. Merci à vous d'avoir été là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes du même avis que moi sur pas mal de points, pas trop? Est-ce que vous êtes... Voilà, faites-moi part de vos théories, en long, en large, en travers, ça peut être très très cool d'en parler. Et puis voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Mais vous n'êtes pas obligé non plus, vous faites ce que vous voulez, le simple fait de regarder la vidéo et d'être arrivé jusque là, pour les plus vaillants, eh ben c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, je vous fais plein de bisous, et moi comme beaucoup d'entre vous je pense, je vais aller jouer au main event de cette journée évidemment, Marvel Spider-Man 2. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.